Amis de l'analyse de schémas douteux, bonsoir. Alors aujourd'hui, pour ce 42e épisode de ma série schéma, nous allons faire l'analyse d'un schéma Step Up trouvé sur Facebook en fait. Je veux dire, sur le groupe Facebook de Sirob, il y a quelqu'un qui a trouvé un schéma et qui l'a soumis un petit peu à l'analyse du groupe. Et certains m'ont suggéré d'en faire l'analyse pour voir si c'est un schéma de qualité ou pas. Enfin, voilà, ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un appareil qui est présenté comme un convertisseur de continu-continu, qui convertirait, d'après son auteur, une tension, alors 5 volts, 3,3 ampères. Alors déjà, le courant, ça m'interpelle toujours parce que, on va dire, ça doit être ta consommation maximum, je suppose, vers 15 volts, 3,3 ampères. Donc voilà le schéma en question. Alors apparemment, ça a été fait par quelqu'un qui c'est plutôt espagnol, d'après ce que je vois, parce que là, c'est marqué ici apparemment en espagnol, mais enfin bon, on comprend bien le sujet. Alors, qu'est-ce qui vaut ce schéma? Eh ben, voilà, je vous propose de l'analyser ensemble. Alors, la première chose qui m'a tout de suite interpellé, c'est que, voilà, on voit que l'auteur, il nous dit 5 volts 3,3 ampères en entrée, 15 volts 3,3 ampères en sortie. Alors là, je suis assez dubitatif. Si on raisonne en puissance, c'est-à-dire en entrée, il y a 16,5 watts qui rentrent, qui sont consommés, 5 volts fois 3,3, et en sortie, 15 volts fois 3,3, ça fait 49 watts 5, donc c'est quasiment 50 watts. Ça veut dire que ce système, si on en croit son auteur, sort plus d'énergie qu'il en reçoit. Là, on voit qu'il y a une différence de 33 watts qui sortent, à vrai dire, on ne sait pas du tout. Donc ça, bien sûr, c'est la première chose qui m'interpelle. Je rappelle de façon générale que dans tout ce qui est convertisseur d'énergie, il n'y a pas de création d'énergie. En gros, ce qu'on appelle convertisseur, entouré de systèmes comme ça, c'est des systèmes qui, en entrée, acceptent une tension alternative ou continue, donnent ou pas une isolation dite galvanique, et sortent en sortie une tension alternative ou continue, et qui est capable de fournir une certaine puissance. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils fournissent en sortie une tension qui peut tenir une charge jusqu'à X ampères. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces systèmes-là ne créent pas d'énergie. C'est-à-dire que si à un moment donné, à l'entrée, ils consomment une puissance qu'on marque ici P-in, en sortie, la puissance disponible sera toujours inférieure à P-in. En théorie, si on arrivait à avoir un rendement de 100%, ça serait impeccable. Mais je veux dire, je connais pas de convertisseurs qui ont de tels rendements. Donc, en même temps, la puissance de sortie, elle est toujours inférieure à la puissance d'entrée. Alors, ça pourquoi? Quelle que soit la technologie utilisée, il y a des pertes résistives. Si c'est un bête transfo, il y a des pertes dans la résistance des fils, il y a des pertes magnétiques. Dans les aliments à découpage, il y a déjà l'alimentation elle-même que prend le convertisseur pour fonctionner. Dans n'importe quel système, même si on prend un convertisseur, genre un moteur qui fait tourner un générateur, il y aura des convertisseurs, le moteur, ça n'a pas des rendements de 100%, il y aura des pertes par frottement, et ainsi de suite. Donc voilà, on n'arrive pas à 100%. C'est vrai que maintenant, j'ai vu qu'on arrive à faire des convertisseurs qui, dans certains cas, ont presque des rendements de 99%, ce qui est excellent. Enfin voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne produisent pas d'énergie. Ça voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler. Donc en gros, à mon avis, il y a une petite erreur sur son schéma. Donc en gros, il y a deux cas de figure. Soit à l'entrée, il consomme bien 3,3 ampères sur 5 volts, ce qui veut dire que si on fait le calcul en admettant qu'il aurait un rendement de 100%, ce qui est certainement pas le cas, il pourrait sortir au maximum 1,1 ampères sur 15 volts, ou en effet, il est vraiment capable de fournir les 3,3 ampères sur 15 volts, mais dans ce cas-là, ça veut dire que sous 5 volts, il consomme 10 ampères, quoi. Ce qui est vraiment énorme. Et encore, je suis parti sur un rendement supposé quasiment proche de 100%, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est déjà le premier truc qui m'a interpellé. Alors, quel est le principe de ce générateur? C'est un truc qui est assez connu en fait, c'est un oscillateur qu'on appelle généralement un oscillateur bloqué, qui en gros oscille parce qu'il y a une rétroaction entre ces deux bobines-là qui font le couplage nécessaire à l'entretien des oscillations. Et au moment où ce truc-là est pas du tout sinusoïdal, donc au moment où le courant se coupe ici dans cette bobine, il se produit une surtension.
hein, la fameuse surtension qu'on veut éliminer avec cette fameuse diode de roue libre dans les relais, et cette surtension serait utilisée pour venir charger ici ce condensateur avec cette supposée ici limite. Donc voilà, en gros, le principe de ces trucs-là. Rappelez-vous, hein, je vous avais fait une petite vidéo qui vous montrait comment, avec un relais monter un oscillateur, et justement une diode comme ça et un condensateur, et ben on arrivait à obtenir une tensions qui pouvait aller jusqu'à 50 volts pour tester, par exemple, des diodes Zener ou des trucs comme ça. Donc, dans le principe, je veux dire, ce truc-là, ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, il y a un internaute qui a fait remarquer avec justesse sur le groupe que ça ressemblait à ces petits montages qu'on appelle des joule-tifs, qui justement permettent justement comme ça ce genre d'élévation de tension. Alors pourquoi on les appelle des joule-tifs? Un joule-tif, ça veut dire voleur de joules, parce que c'est des montages qui arrivent à fonctionner avec des tensions vraiment très basses. Donc quand on met ça avec des piles, c'est-à-dire que jusqu'à vraiment que la pile soit vraiment épuisée, c'est-à-dire généralement inférieure à 0,6 volts, ils arriveront quand même à fonctionner et à donner, je veux dire, une tension plus élevée. On voit que c'est le même principe ici, hein, même si c'est une topologie un peu différente. Maintenant, faut pas rêver. Déjà, ces joule-tifs, pour info, c'est des trucs qui ont des très très mauvais rendements. Alors c'est vrai qu'ils marchent avec des tensions faibles, mais enfin à la fin, ils tirent beaucoup de courant sur la pile et puis ça dure pas très très longtemps. Et en même temps, c'est pas des montages qui peuvent donner des ampères. Mais enfin bon, le principe de fonctionnement est assez proche de ces petits trucs-là. Alors bien sûr, si on reprend le schéma, donc il faut bien sûr que les deux bobines ici soient couplées, hein, comme je l'ai dit. D'ailleurs, il y a même un sens de couplage. On voit qu'il est noté ici par ce point. Hein, ce point généralement marque par exemple le début ou la fin du bobinage, mais on voit que c'est très important que les bobines ici soient couplées dans le bon sens, sinon bien sûr ça marcherait pas. Et donc là, dans l'idée comme ça, ouais, on peut admettre que ici ça a des chances d'osciller en trouvant ici le bon réglage avec le potentiomètre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que justement c'est cette diode ici qui est chargée donc lors de la surtension de venir charger ici ce condensateur. Alors déjà, apparemment il marque 1N 504. J'arrive pas bien à lire, mais après, alors, j'ai pas trouvé ce que c'était un N504. J'ai pas trouvé de datasheet. Enfin bon, à la limite, ce qui est sûr ici, c'est que si on voulait faire marcher ce truc-là, il faudrait mettre une diode rapide. Ce truc-là, vu les valeurs, ça va osciller à des fréquences très élevées. Et il faudrait mettre une diode genre Schottky ou truc comme ça. Enfin bon, admettons jusque-là. Alors là où vraiment ça devient très très bizarre, c'est que on voit ici ces deux Zener. Alors l'idée ici, c'est de faire ce qu'on appelle une régulation shunt. Alors je vous ai aussi fait un jour une vidéo là-dessus. Hein. L'idée, c'est que voilà, on vient mettre en fait ici par exemple une diode Zener qui va absorber l'excès de courant, c'est-à-dire que quand ici la tension devient trop haute, le courant qui en résulterait, qui serait trop fort dans la charge, est court-circuité quelque part ici par les Zener qui viendraient prendre ça. Alors déjà, honnêtement, la régulation shunt, déjà, ça n'a pas un très très bon rendement. Puis en même temps, suivant la variation de charge, hein, c'est ce que j'avais montré, si on veut faire une régulation shunt qui marche avec une charge de 0 à 3,3 ampères, par exemple, c'est-à-dire que quand la charge ici est très faible, les Zener ici, elles devraient prendre 45 watts, hein, si on raisonne avec 15 volts, 3,3 ampères. Ouf! Les Zener à 45 watts, ça commence à faire un bon radiateur. Enfin, deux trucs qui est sûr, même si la charge ici est un peu plus forte, c'est évident qu'on ne fait pas de régulation shunt comme ça, surtout avec simplement des Zener, pour un truc qui est censé pouvoir donner 3 ampères. Donc ça déjà, c'est absolument n'importe quoi. Ensuite, on ne met pas des diodes en parallèle, surtout pas des Zener en même temps. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Parce que, je veux dire, les caractéristiques des diodes Zener, il y a toujours une tolérance qui est assez forte. C'est-à-dire si je prends une Zener 15 volts, et une autre Zener 15 volts, elles ont beau être le même modèle, il y en a une où en fait, par rapport à un courant donné, sur le coude, il y en a une qui sera à 15 volts 1, peut-être l'autre à 15 volts 2 et tout. Ça veut dire que quand on va mettre comme ça des diodes Zener en parallèle, il y en a forcément une qui va manger beaucoup plus que l'autre, et généralement ça va faire des visites. Hein. Enfin bon. C'est pas du tout une bonne pratique de faire ça. Puis en même temps, on voit un autre truc, c'est que quand on fait une régulation shunt, on doit limiter le courant aussi dans la Zener. Or là, qu'est-ce qui limite le courant? On va dire c'est l'impédance de sortie supposée de ce truc-là. Et la diode, il y a pas de résistance, je veux dire, du tout comme ça. Donc voilà, déjà rien que ça, honnêtement, ça fait vraiment très très bizarre, on va dire. Enfin,
C'est vraiment assez étrange. Alors, indépendamment de tout ça, est-ce que on peut penser que ce montage-là, oublions même les NR ici temporairement, est-ce qu'il pourrait, comme ça, à partir de 5 volts, fournir 15 volts 3,3 ampères avec cette topologie-là? Honnêtement, j'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes parce que ce genre de montage, honnêtement, pour que ça tienne, je veux dire, à de tels courants, je veux dire, enfin, il faudrait des bobines avec des caractéristiques, enfin des tas de trucs. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais honnêtement, je pense qu'il est totalement impossible de réussir avec un schéma de ce type-là, de sortir 15 volts, 3,3 ampères à partir de 5 volts. Voilà, pour moi, c'est complètement impossible. Donc, ma conclusion, elle est sans appel, je veux dire, ce montage-là, c'est un fake. Maintenant, ce que je pense, en fait, c'est que, voilà, l'auteur de ce montage-là, il est peut-être de bonne foi, mais à mon avis, son montage, il l'a jamais testé. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, enfin, si quelqu'un arrive à faire ce montage-là et à lui faire sortir 15 volts, 3,3 ampères, bah, ok, hein, je lui, je lui donne un oscilloscope, hein, s'il arrive à faire ça. C'est vraiment sûr que ça peut pas fonctionner. Mais je pense que il y a eu une extrapolation. Si vous revenez ici à mon petit montage de Jultif ici, ces petits montages-là, ils fonctionnent très bien. Et si on regarde ce montage-là, si on nommait ici, même ici avec une Zener et tout, mais qu'on dit que derrière on veut le faire marcher avec 100 milliampères de sortie, il y a des grandes chances qu'il fonctionne. En fait, le problème ici, c'est un problème qu'on appelle le facteur d'échelle. C'est-à-dire que je pense que l'auteur, peut-être il s'est dit, bah, ce truc-là, je l'ai essayé ou ça marche avec 100 milliampères. Donc, bon, on rajoute une Zener, on met des fils plus gros et puis en théorie, ça pourrait aller plus haut. Et là, il va jouer quelque chose qui est très important, en fait, qui s'appelle le facteur d'échelle, qui est quelque chose qui, aussi bien dans l'électronique que dans plein de choses, fait que, bah, voilà, c'est pas parce qu'on multiplie tout où on divise tout par le même coefficient, qu'un truc qui marche pour une taille donnée marchera pour une autre. Je peux vous donner plein d'exemples de ça. Si vous prenez un avion télécommandé qui est fait d'une certaine façon et vous multipliez tout pour en faire un avion de 100 mètres de long, bah, vous vous apercevrez que c'est impossible. Je veux dire, enfin, d'abord, vous trouverez peut-être pas les matériaux ni rien, mais il y a des grandes chances que ça fonctionne pas. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour un montage comme ça. Pourquoi? Parce que justement, si on le fait marcher avec 100 milliampères, ce truc-là, bah, en effet, il n'y a pas besoin de mettre de limitation, parce que je veux dire, l'impédance de sortie ici, elle va être assez grande et limiter d'office le courant ici dans les NR. Avec 3,3 ampères, l'impédance de sortie, pour qu'il puisse fournir ce courant-là, il faudrait que l'impédance de sortie elle soit hyper faible. Or, je veux dire, on peut pas la diminuer autant que l'on veut, voilà, même en mettant des fils, je veux dire, X fois plus gros et ainsi de suite. Enfin voilà, si ça se trouve, hein, je connais pas l'auteur de ce montage, mais je pense que peut-être en effet qu'il a simplement, je veux dire, péché par optimisme, on va dire. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est un conseil qui est vrai pour l'électronique, qui est vrai pour tout, c'est que, bah, je rappelle que Internet, c'est pas modéré. On y trouve le pire et le meilleur, et c'est à la fois quelque chose de bien et de pas bien. Le problème, c'est que, voilà, quand on cherche sur Google montage, convertisseur et tout, bah, le premier qui est proposé par Google, souvent son algorithme fait, c'est pas le meilleur. C'est souvent celui qui a le plus de vues. C'est pour ça que si on cherche, par exemple, je sais pas moi, convertisseur énergétique ou générateur, si ça se trouve, le premier truc que va proposer Google, c'est ces putaclics de vidéos là où le mec il met 3 spires autour d'une bougie de bagnole et 3 aimants à côté et puis voilà, il fait croire qu'avec ça il allume une lampe quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que ce truc-là, ça fait des millions de vues et donc l'algorithme le propose d'abord. Alors que c'est évident que c'est une connerie. Alors, il y a ceux qui savent que c'est une connerie, et puis bon, bah, ils regardent pas, c'est leur problème. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément les connaissances pour juger, et qui vont se dire, c'est super, et ainsi de suite. Il faut toujours se dire, c'est que c'est pas parce que c'est sur Internet et que Google le propose que c'est vrai. Alors, on pourrait le regretter d'ailleurs, et se dire, bah, c'est dommage, pourquoi il n'y a pas de modération plus que ça, qui fait que bah, justement il y aurait que les bons résultats, les infos non fake et tout ça. Bah, c'est vrai que quelque part je le regrette, mais je le souhaite pas non plus. Pourquoi je le souhaite pas? Parce que si on commence à faire ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un groupe de modérateurs, de gens qui vont automatiquement s'autoprogrammer, les mettre de la vérité, et tout ce qui va pas dans leur sens, ils vont le censurer.
Et ça, je pense que ça serait assez terrible. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai trouvé un jour dans un vide-grenier un gros bouquin que j'ai pris parce qu'il avait une belle gueule de vieux grimoire, en fait. Mais c'était le résultat, enfin les annales un peu de l'Académie des sciences des années 1800, quelque chose. Et quand on lit ce truc-là, donc c'était l'élite de l'époque, hein, les scientifiques, à un moment donné, il y a un article où les mecs on explique que si l'être humain va à plus de 70 km/h, très rapidement, il mourrait. Voilà. Et tous ces mecs-là, ils ont dit ça et ils en étaient sûrs. Enfin voilà, dans leur connaissance, leur façon de penser, c'était la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à un moment donné, ces gars-là, ils étaient modérateurs, toute personne qui essayerait d'aller plus vite et tout, toc, tout de suite, on lui couperait les ailes et ainsi de suite, quoi. Alors, voilà, les choses évoluent, et c'est pour ça que, autant je pense que c'est important d'avoir des fois de la modération, mais c'est pas finalement souhaitable. Moi, ce que je peux vous conseiller, hein, voilà, je vais vous donner quelques conseils, hein, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, moi à la base, hein, comme j'ai souvent dit, je doute de tout. C'est-à-dire, quand je vois quelque chose, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, mais sur le moment, je prendrai jamais le truc en disant, je dirais, et surtout, honnêtement, quand ça a l'air très beau ou magique, quoi. Voilà, le gars, je veux dire, il prend 2 bouts de fil, un aimant, et pof, il allume une lampe, quoi. Enfin, je veux dire, si c'était aussi simple, je pense que je veux dire, on n'aurait plus de problème de crise d'énergie. Ensuite, bah, faut pas hésiter, des fois, surtout si on n'est pas forcément soi-même très connaisseur, bah, demander l'avis de plusieurs personnes, des personnes qui éventuellement, comme ça, vous jugez crédibles et expertes dans le domaine que vous voulez. Alors là, c'est toujours pareil, hein, même sur Internet, hein, combien j'en ai vu, moi, des mecs qui se bardent de diplômes plus ou moins vérifiables et qui disent des fois des trucs que je trouve un petit peu débiles. Mais enfin voilà, quand même, si à un moment donné, vous arrivez quand même à trouver plusieurs avis qui vont dans un sens ou dans l'autre, enfin, déjà c'est quand même mieux qu'une seule personne qui affirme quelque chose. Alors un autre truc aussi, et ça parce que c'est souvent un biais, on va dire, cognitif, auquel on fait pas toujours attention, c'est que quand on cherche quelque chose, faut se forcer à écouter l'avis et les arguments des gens qui sont pas d'accord, même si ça vous plaît pas. Par exemple, je vais pas prendre n'importe quel truc, moi je sais pas, la voiture électrique. Vous pouvez déjà avoir votre propre opinion, dire que c'est bien ou pas bien, que c'est une connerie, n'importe quoi, c'est pas tellement important. Mais très souvent, les gens qui, par exemple, sont pour, ils vont avoir tendance à plutôt privilégier et écouter les gens qui vont dans leur sens que ceux qui vont dans l'autre sens. Alors ça, c'est pas très bon, parce que je veux dire, en effet, si à un moment donné, vous demandez conseil, en fait, qu'à des gens qui vont dans votre sens, bah, ça va vous renforcer, mais d'un autre côté, ça, c'est pas très bon. Donc, moi, sur ce genre de sujet, je me force toujours à écouter aussi des gens qui disent des trucs, même si je suis persuadé au début que c'est des conneries et tout, j'écoute, dans certains cas, je veux dire, leurs arguments, et voilà, c'est assez important éventuellement quand même bah, d'écouter d'autres sons de cloche, et ça peut amener à réfléchir. Rappelez-vous aussi, hein, ce qui compte, c'est pas le nombre d'avis, c'est la pertinence. Hein, du temps de Galilée, la majorité des gens étaient persuadés que le Soleil tournait autour de la Terre. Hein, donc, moi, le nombre d'avis, c'est pas quelque chose de très important pour moi. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui croient un truc que ça me pousse à penser que c'est vrai. Ensuite, hein, que ce soit sur Internet ou autre, je vous engage aussi à essayer toujours de jamais être sûr à 100%. Faut toujours se garder une petite marge d'erreur, même si elle est très très fine, et si vous avez le doute, bah, faut pas hésiter à se remettre en question, hein, voilà, et en gros, faut garder un esprit ouvert. Pour moi, il n'y a pas de honte à changer d'avis, hein, comme je mets ici, les vérités d'hier sont les erreurs d'aujourd'hui. Dans ma vie, il y a des tas de sujets sur lesquels j'ai changé plusieurs fois d'avis. J'ai cru à un moment donné quelque chose que je pensais vrai, et puis après, bah, je me suis aperçu que non, et puis j'ai eu d'autres avis et d'autres trucs comme ça. Enfin voilà. Moi, si je peux vous donner des conseils, c'est d'essayer quand même d'avoir un peu cet état d'esprit, qui est d'ailleurs celui même de la science. La science avance comme ça, en un moment donné, n'hésitant pas des fois à remettre sur le tapis, avec d'autres perspectives, des choses qui étaient posées comme acquis. Et surtout, hein, quand même, bah voilà, toujours, quand même, utilisez aussi votre bon sens, quoi. Je veux dire, des fois, il y a quand même des tas de trucs. La fameuse
théorie qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui dit que dans bien des cas, c'est la solution la plus simple qui est la bonne, est quand même assez souvent vérifiée. Bien voilà, allez, sur ces belles paroles, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même intéressé, et que voilà, vous appliquerez ça, hein, des fois... quand vous trouvez comme ça des schémas sur internet, des fois faites attention. Je connais quelqu'un qui a trouvé comme ça un jour un schéma, qui y a passé, il a investi de l'argent, il a acheté des tas de composants et tout, alors que c'était quasiment évident que ce truc ne marcherait pas. Et voilà, et je pense que il s'est peut-être lancé un petit peu vite. N'hésitez pas des fois justement à en discuter et à regarder un petit peu si c'est véridique ou pas. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ouh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas ça qui t'a frappé qu'une bouteille? Pourquoi t'as frappé qu'une bouteille? Parce que vous êtes un petit peu disputé et à un moment donné elle t'a dit change de ton, et alors tu lui as dit non, je suis bien avec toi. C'est là qu'elle t'a tapé dessus. Maurice, vraiment, c'est pas mal. Bon, enfin, donc voilà pour ça. C'est pareil, là j'ai reçu pas mal de trucs aussi que je vais vous montrer. J'ai plein de sujets à voir. Comme d'habitude, ce qui va plus me manquer, c'est le temps. Bloc, le dieu des oscillateurs, vous fasse de belles impulsions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.